Et après cette période, je me suis dit, nous sommes entrés d'emblée dans une nouvelle constitution. Nous sommes entrés au sein, eh bien, nous sommes entrés au sein de nouveaux ordres constitutionnels. Donc, c'est comme s'il y a un divorce avec l'ancien ordre. Ce n'est pas le même contexte en ce qui a trait à la naissance de cette nouvelle constitution. Pourquoi? C'est parce que c'est une constitution qui a sa particularité en ce qui a trait à sa forme. D'accord? En ce qui a trait à son contenant, ou son contenu. Pourquoi? C'est parce que cette constitution qui est née en 1987 trouve son fondement au sein de ce qu'on appelle la fin d'un régime, la fin d'un système couramment appelé le régime autoritaire des Duvalier. Vous savez que après la crise de 1956, qui a donné naissance à ce qu'on appelle à l'avènement des Duvalier au pouvoir, la papadocratie, eh bien, il y a une dynastie qui sera installée dans le pays pendant environ 29 ans. Alors, vous savez que comment Duvalier arrive, eh bien, à instaurer un régime autoritaire qui a perduré pendant environ 29 ans. Et après sa mort, c'est son fils, Jean-Claude Duvalier, qui va accéder au pouvoir à l'âge de 18 ans, tout en essayant de procéder à une réforme constitutionnelle, tout en modifiant l'âge constitutionnel, l'âge présidentiel, qui était à 40 ans, et on est passé à 18 ans pour qu'on soit président avec la Constitution de 1971. Il faut qu'on soit âgé de 18 ans. C'est juste pour favoriser l'avènement de Jean-Claude Duvalier au pouvoir en vue de continuer en adoptant le même schéma dictatorial. Mais en 1986, le pays a connu une grande crise. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des mouvements de contestation contre le régime autoritaire des Duvalier. Il y avait des grands mouvements de contestation. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des hommes, des intellectuels, des journalistes qui demandent la fin de la dictature. Et ces personnes-là veulent promouvoir ce qu'on appelle une nouvelle conception politique, c'est-à-dire d'instaurer la démocratie pour mettre fin à la dictature. Parce que la dictature qui a perduré pendant 29 ans, ça va entraîner des conséquences néfastes sur le fonctionnement de la structure sociopolitique du pays. Mais en 1986, Duvalier ne pouvait pas rester au pouvoir. Pourquoi? C'est parce que les Américains, demandaient à Duvalier d'organiser les élections. Donc, constatez que il y a une ère démocratique qui voulait, apparaître en Haïti. Pourquoi les Américains demandent à Jean-Claude Duvalier d'organiser les élections, même si c'est sous la forme, c'est juste pour pouvoir montrer que les fondements de la démocratie. Pourquoi? C'est parce que la dictature a perduré pendant 29 ans et ça crée un problème majeur pour le fonctionnement de la société en ce qui a trait à la garantie des droits fondamentaux des citoyens. Dans cette perspective, vous allez voir, les mouvements de contestation vont créer une rupture de l'ordre dictatorial. C'est la fin d'un régime qui s'annonce en 1986. Il va y avoir un vide politique, un vide institutionnel. Pour combler à ce vide, donc il faut penser à un conseil d'État, pour assurer la transition. Et il faut organiser un nouveau contrat social. Et ce nouveau contrat social, c'est la Constitution de 1987
qui est considéré comme étant une nouvelle constitution, il va instaurer ce qu'on appelle eh bien, une nouveauté au sein de l'ordre politique haïtien. Mais comprendre le contexte de naissance de cette constitution, il faut qu'on se réfère à ce qu'on appelle, eh bien, à la fin de la guerre froide. Parce que la guerre froide, eh bien, c'est une guerre opposant le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Le bloc de l'Ouest de tendance occidentale et à sa tête les États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas? De tendance capitaliste, libérale. Et la Russie, ou à m'appeler l'URSS, fait partie du bloc de l'Est de tendance communiste. Après la Deuxième Guerre mondiale, il va y avoir une guerre idéologique qui sera éclatée en ce qui a trait à l'affrontement de ces deux grandes puissances qui forment deux grands blocs, d'accord, pour s'affronter au point de vue idéologique. Mais par contre, un pays comme l'URSS a connu un moment noir dans sa vie en ce qui a trait à une crise économique majeure, et c'est ce qu'on appelle la réforme de Perestroïka. Donc, on a voulu apporter une sorte de réforme au sein du système communiste. Parce que, écoutez-moi bien, le capitalisme semblerait que le capitalisme allait être victorieux, d'accord, au sein de cette guerre froide, au sein de cette guerre idéologique. Pourquoi? C'est parce que on est arrivé à ce qu'on appelle à la fin de la guerre froide. La fin de la guerre froide, c'est en 1989. En 1989, c'est l'effondrement du mur de Berlin. Alors, vous savez, même l'Allemagne a été scindée en deux, l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, la Corée, le Vietnam. C'est-à-dire, il y a une tendance séparatiste à travers le monde, en ce qui a trait à deux grandes idéologies qui s'affrontaient. Et vous voyez, s'affrontaient. Donc, c'est deux grandes idéologies qui s'affrontent à travers le monde, l'une des tendances capitalistes libérales, l'autre des tendances communistes. Eh bien, il va y avoir une fin de cette guerre froide en 1989 où le bloc communiste, eh bien, a été vaincu. Donc, c'est la défaite du bloc communiste. Pourquoi? C'est parce que la Russie ne pouvait pas résister, d'accord, dans cette guerre froide, parce qu'il faut financer les différentes guerres régionales, n'est-ce pas? Par exemple, la guerre du Vietnam. Vietnam a été divisé en deux, n'est-ce pas? Vietnam du Nord et Vietnam du Sud. Vietnam du Nord, eh bien, c'est l'allié des États-Unis d'Amérique, et Vietnam du Sud, c'est, non, Vietnam du Sud, c'est l'allié de qui? De quel pays? Vietnam du Sud. Alors, la Corée du Nord, c'est l'allié de l'URSS. Vietnam du Nord, c'est l'allié de l'URSS. Et Vietnam du Sud, c'est l'allié, d'accord, des États-Unis d'Amérique. Donc, il y a une tendance à travers le monde, une sorte de propagation de ces deux grandes idéologies. Est-ce que vous comprenez? Même en Haïti, il y a une lutte. Donc, certains acteurs politiques voulaient, d'accord, acquiescer à l'un de ces deux blocs, même si sous l'administration de Duvalier, eh bien, c'est vacillé. Donc, vous savez que c'était un gouvernement qui était pro-américain, d'accord? Pourquoi? C'est parce que dans cette guerre froide, Haïti, je dirais, eh bien, n'avait pas pris une décision drastique pour être allié à l'un de ces blocs. Et si vous comprenez. Mais par contre, Duvalier s'est vacillé. Parfois, il essaie de combattre en fait l'idéologie communiste en essayant de supporter les Américains, n'est-ce pas, dans cette guerre froide. Mais un pays comme Cuba, alors qui a pris une décision drastique de faire partie du bloc de l'Est, et vous savez que n'était-ce pas la Russie, et si vous voyez, eh bien, Cuba ne pourrait exister devant l'Empire américain, n'est-ce pas? C'est grâce avec la Russie qui a supporté, d'accord,
un pays comme Cuba. Mais Haïti, alors vous savez que dans cette guerre froide, il y a une sorte d'équilibre de puissance dans cette guerre froide. Lorsque je parle d'équilibre de puissance, c'est que une fois qu'il y a deux grands blocs qui s'affrontent, mais qu'est-ce qui se passe? Un pays qui est faible doit opter pour la diplomatie, la bascule. C'est-à-dire que, en tant que je suis un pays faible, eh bien, j'arrive à faire partie d'un bloc pour que je trouve une sorte de protection. Haïti ne l'a pas fait. Haïti a raté la guerre froide, à mon avis. Donc, pourquoi? C'est parce que les acteurs politiques, dès lors, plus particulièrement, le régime autoritaire du Valais et à sa tête, d'accord, le père et le fils, eh bien, n'arrivent pas à prendre des décisions drastiques, n'est-ce pas, pour pouvoir orienter le pays dans l'un de ces deux grands blocs. Mais avec la fin de la guerre froide, semblerait que c'est les États-Unis d'Amérique qui vont gagner la guerre froide, parce que la Russie ne pouvait pas financer les guerres régionales. C'était une économie centralisée, c'était pas une économie de marché, d'accord, libérale. Donc, il y a un problème de moyens, un problème de financement. Et le bloc de l'Est sera effondré en 1991. Et en première année, je vous ai parlé de la dernière vague d'éclatement des États en 1991 avec l'effondrement du bloc de l'Est. Il va y avoir un ensemble d'États qui vont réclamer leur indépendance. Par exemple, un pays comme l'Ukraine s'est détaché du bloc de l'Est, la Pologne, les pays des Baltes, etc. Donc, il y a un ensemble de pays eh bien, qui laissent ce bloc de l'Est, d'accord, en ce qui a trait à cette entité fédérale, parce que le bloc de l'Est, c'est une entité fédérale, certes, mais il y a des États unitaires qui font partie, d'accord, de ce bloc. Donc, nombreux États, eh bien, allaient prendre naissance en 1991, n'est-ce pas? Dernière vague d'éclatement des États. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs États qui vont réclamer leur souveraineté tout en ne voulant pas rester sous l'empire, d'accord, de l'URSS. Mais il est que ce sera la victoire des États-Unis d'Amérique sur le communisme, la victoire du capitalisme sur le communisme. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? Les États-Unis d'Amérique veulent propager cette idéologie en Amérique latine en ce qui a trait à la Pax Americana. C'est-à-dire que la démocratie est considérée comme une sorte de paix. S'il y a un ensemble de problèmes sociopolitiques qui gangrènent les États latino-américains, c'est parce que ces pays-là n'ont pas expérimenté une démocratie. La démocratie occidentale devient, c'est ce qu'on appelle, eh bien, un idéal. Donc, c'est-à-dire une sorte de remède pour les problèmes politiques de la région latino-américaine. Et c'est pourquoi vous allez voir, Haïti se trouve dans l'obligation de se basculer vers la démocratie. Mais je me suis dit, c'est une démocratie pépère. Une démocratie qui a généré, c'est ce qu'on appelle les microbes du sous-développement. Une démocratie qui a généré, c'est ce qu'on appelle une entité chaotique ingouvernable. Mais par contre, vous remarquez comment cette constitution de 1987 a pris naissance. Il y a un contexte interne qui explique la naissance de ce contrat social en 1987, mais il y a aussi un contexte externe qui explique l'avènement de ce nouvel ordre juridique. C'est bon. Donc, par contre, cette constitution de 1987, eh bien, il va y avoir une assemblée constituante qui va rédiger cette constitution, d'accord, en vue de doter à l'État haïtien un nouveau contrat social. Étant donné que cette constitution sera en vigueur dès son élaboration par cette assemblée constituante, cette constitution sera en vigueur en ce qui a trait à son application, à sa propagation, à sa proclamation, si vous comprenez,
eh bien, il y a un nouveau contrat social. Étant donné qu'il y a un conseil de transition qui assure le vide politique créé par le départ du régime autoritaire Duvalier, donc il faut organiser les élections démocratiques sous l'empire de cette constitution en vue de commencer à expérimenter la démocratie. Vous remarquez, malgré la naissance de cette constitution de 1987, eh bien, on a dit que la première élection démocratique qui sera réalisée dans le pays, c'est en 1990, n'est-ce pas? Eh bien, avec l'avènement de l'Aristide à la magistrature suprême de l'État. Mais c'est une démocratie pépère qui va entraîner, c'est ce qu'on appelle des dérives économiques, sociaux, politiques. Et vous remarquez que comment cette démocratie a entraîné alors une sorte de dérive en ce qui a trait aux séquelles du développement. Cette constitution de 1987 eh bien, apporte un changement nouveau dans l'ordre constitutionnel haïtien. Il y a de la nouveauté, n'est-ce pas? Pourquoi? C'est parce que c'est un nouveau ordre constitutionnel. Alors, quelles sont ces nouveautés? Alors, à mon avis, en fait, le premier aspect sur lequel je vais mettre l'accent, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la déclaration des droits. La déclaration des droits. En se référant à son préambule, à mon avis, c'est pour la première fois dans l'histoire constitutionnelle haïtienne qu'il va y avoir ce qu'on appelle une déclaration des droits qui sera instaurée, d'accord? Et par contre, cette déclaration des droits, pour comprendre le fondement d'une telle déclaration, il faut qu'on se réfère au préambule de cette constitution. Vous allez voir que toutes les anciennes constitutions qui ont été élaborées avant celle de 1987, vous n'allez pas voir figurer ce qu'on appelle les préambules. Les préambules, pour moi, c'est l'entrée en matière de la Constitution. Lorsque je parle de l'entrée en matière, qu'est-ce que cela veut dire? C'est la philosophie politique de l'État. Ce n'est pas uniquement la philosophie politique, même la philosophie sociale, économique. Parce que l'État aspire à un idéal de changement en termes de progrès socio-économico-politique. Et vous allez voir, l'esprit de la philosophie du régime, alors, se trouve dans le préambule de cette constitution en ce qui a trait à la déclaration des droits. Vous allez voir que toutes les grandes constitutions européennes qui ont été rédigées après la déclaration universelle des droits de l'homme adoptent cette notion de préambule qui constitue le fondement de la déclaration des droits. Pourquoi? C'est parce que vous allez voir dans le préambule, parfois, on se réfère à ce qu'on appelle à la déclaration universelle des droits de l'homme, comme étant, c'est ce qu'on appelle le fondement de la garantie des droits fondamentaux des citoyens. C'est le premier changement apporté dans la Constitution de 1987. Le deuxième changement apporté dans l'ordre constitutionnel haïtien, alors, je me suis dit, il y a la naissance des droits fondamentaux, certes. Ce n'est pas uniquement dans le préambule que vous allez constater que cette constitution a garanti ce qu'on appelle les droits fondamentaux. Et vous allez voir dans le corps même de cette constitution, en ce qui a trait à son contenu, il y a un titre qui est consacré à la garantie des droits fondamentaux. Ça ne veut pas dire que les anciennes constitutions n'ont pas garanti les droits fondamentaux des citoyens.
Mais vous allez voir que la Constitution de 1987 met l'accent sur les deux grandes générations de droits de l'homme. Quelles sont ces deux grandes générations de droits de l'homme? C'est la première génération de droits de l'homme, couramment appelée les droits civils et politiques, n'est-ce pas? C'est la première génération de droits de l'homme qui a pris naissance avec les grandes révolutions modernes, n'est-ce pas? Alors, je pense que vous allez comprendre ces trois grandes générations en ce qui a trait à un cours. C'est la deuxième session. C'est au cours de la deuxième session qu'on va vous donner un tel cours. C'est ce qu'on appelle les droits humains. La deuxième génération de droits de l'homme, c'est les droits socio-économiques. Les droits socio-économiques, d'accord, qui sont considérés comme étant la deuxième génération de droits de l'homme qui a pris naissance avec la révolution marxiste. Donc, ces deux grandes générations de droits de l'homme contiennent, c'est ce qu'on appelle, il y a une idéologie qui traverse ces deux grandes générations. L'idéologie qui traverse la première génération, c'est l'idéologie libérale occidentale. Dis-moi bien. Et cette idéologie libérale occidentale garantit cette première génération en ce qui a trait, en ce qui a transférant au droit à la liberté d'expression, les droits à la liberté individuelle, les droits à la liberté religieuse, le droit de se porter candidat aux élections, le droit de vote, etc. Donc, ce sont des droits qui font partie de la première génération des tendances libérales. Pourquoi je me suis dit il y a une tendance libérale qui traverse ces droits-là? Parce que ce sont les grandes révolutions occidentales, en ce qui a trait à la révolution bourgeoise, qui a émergé la naissance de la première génération des droits de l'homme. Et vous avez que la révolution française de 1789, eh bien, c'est une révolution qui achève l'émergence de cette première génération avec la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Ça ne veut pas dire qu'on va écarter la révolution américaine, la révolution anglaise, dans l'émergence de cette première génération de droits de l'homme. Mais il faut comprendre il faut dire que cette génération de droits de l'homme, qui est considérée comme étant la première génération, couramment appelée droits civils et politiques, se fonde sur une tendance libérale et de manière formelle. Malgré la naissance de cette première génération de droits de l'homme, les inégalités socio-économiques demeurent. Si vous comprenez, on arrive à chambarder la royauté. On arrive à instaurer, c'est ce qu'on appelle un régime de séparation des trois grands pouvoirs de l'État. Mais par contre, les problèmes socio-économiques, en ce qui a trait aux grands problèmes de justice sociale, ça perdure encore de la société. C'est pourquoi c'est la révolution marxiste qui va remettre en question les problèmes socio-économiques pour opter, c'est ce qu'on appelle, pour la justice sociale. Et à partir de 1930, je me suis dit, après la crise de 1929, la deuxième génération des droits de l'homme, couramment appelée les droits des créances, les droits socio-économiques, eh bien, cette génération sera éclatée telle que les droits à l'éducation, les droits à la santé, les droits à l'alimentation, les droits au logement, les droits à la sécurité sociale. Donc, ce sont des droits concrets. Donc, alors, lorsqu'on parle de la liberté d'expression, c'est un droit, je dirais, de la première génération. Alors, à mon avis, mieux vaut que on n'arrive pas à me garantir les droits à la liberté d'expression. Cependant, on garantit mon droit à la nourriture de première nécessité. Parce que si on ne pas parler, on va mourir. Si on va manger, on va mourir. Si on ne pas parler, on va mourir. Même si on prive de liberté dans la prison, on va mourir. Mais si on ne pas manger, on va mourir. Et alors, ici,
c'est une approche discriminatoire des droits humains. Donc vous allez voir, le principe de la non-discrimination, je dirais, ne veut pas qu'on arrive à accorder la primauté, d'accord, d'un droit par rapport à un autre, en vertu du principe de l'indivisibilité des droits de l'homme. Pourquoi? Tous les droits fondamentaux sont interreliés, interindépendants. Si je n'arrive pas à manger, qu'est-ce qui va arriver? Hein? Donc, il va y avoir des problèmes de santé. Si on n'arrive pas à garantir le droit au logement, un environnement sain, qu'est-ce qui va arriver? Ça va affecter ma vie. Donc, le droit à la vie est menacé. Et si on arrive à torturer une personne, ça, on affecte, c'est ce qu'on appelle son droit à la liberté individuelle, ça peut affecter aussi le droit à la vie. Donc, tous les droits fondamentaux sont interreliés. Mais par contre, il y a deux idéologies qui traversent ces deux grandes générations, à savoir la première génération de tendance libérale, à caractère formel, et la deuxième génération de tendance marxiste qui vise à faire la promotion pour la justice sociale. Alors, il y a une troisième génération de droits de l'homme, qui sont les droits collectifs, n'est-ce pas? Et cette génération allait prendre naissance après la Deuxième Guerre mondiale avec la décolonisation, tels que les droits à la paix, le droit au développement, les droits à l'environnement sain. Ce sont des droits collectifs, les droits au développement aussi, des droits collectifs. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une solidarité entre les États pour concrétiser les droits collectifs. Et ça, vous comprenez. Même si vous allez voir que le droit au développement, c'est un idéal, parce que, comment se fait-il que il y a ces problèmes d'inégalité entre les États? Il y a des pays qui sont riches, il y en a d'autres qui sont pauvres. Or, cependant, on fait la promotion pour les droits au développement. Mais par contre, ce sont des droits faisant partie de la troisième génération des droits de l'homme. C'est vous comprenez. Alors, vous remarquez comment cette constitution a émergé, c'est ce qu'on appelle, eh bien, ces deux premières générations de droits de l'homme, tant dans son préambule, il y a ce qu'on appelle l'esprit de ces droits fondamentaux, et tant dans le corps de cette constitution, en se référant à un chapitre, je dirais, qui est consacré à ces droits fondamentaux qui constituent le fondement de la dignité humaine, n'est-ce pas? Alors nous allons voir, il y a un autre aspect de nouveauté. C'est la naissance du pluralisme idéologique. Pourquoi? C'est parce que c'est pas encore, ce n'est plus la dictature. Ce n'est plus la dictature. Pourquoi? C'est parce que sous Duvalier, vous ne pouvez pas parler librement, vous ne pouvez pas donner votre opinion sur les régimes. On va procéder à votre extermination. Mais moment si on fait sourd, donc il y a un professeur qui m'a dit que pendant un dirigeant font discours, il dit comme ça que le gouvernement de Duvalier est l'unique. Alors c'est des problèmes de prononciation. Alors c'est l'unique, mais c'est l'unique gouvernement. Donc ça fait problème. Pourquoi? C'est parce que c'est comme si c'était un gouvernement unique, donc qui était parfait. Donc on peut même procéder à l'extermination de cette personne-là. Donc, pourquoi on arrive à promouvoir le pluralisme idéologique, le multipartisme? Donc, il va y avoir plusieurs partis politiques. Depuis 1985, avec les grandes réformes constitutionnelles opérées par Jean-Claude Duvalier, la Constitution amendée de 1983, on a déjà créé eh bien, les lois sur la notion de parti politique. Mais ça sera consacré dans la Constitution de 1987. Dans son préambule, on arrive à promouvoir la notion de pluralisme idéologique. C'est-à-dire que il y a plusieurs partis politiques qui posaient candidats pour briguer la magistrature suprême en ce qui a trait aux élections. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que ça peut arriver, je suis de gauche, ça peut arriver que je suis de droite, ça peut arriver que je suis au sein
de l'extrême droite ou l'extrême gauche, n'est-ce pas? Pourquoi? C'est parce que je peux avoir une appartenance politique idéologique. Alors moi, je suis de gauche, je suis un homme de gauche au point de vue idéologique, parce que j'aime le socialisme émancipateur, donc de Mata Hennecker. C'est-à-dire que cette politologue chinoise, eh bien, qui a effectué un travail énorme en Chili sur son ouvrage est titré Laboratoire pour un socialiste au XXIe siècle. Donc, c'est pas les socialistes traditionnels marxistes, si vous comprenez, mais un nouveau socialiste émancipateur qui essaie de comprendre, eh bien, le problème de la répartition de la richesse. Parce qu'on ne peut pas socialiser la misère. On ne peut pas socialiser la misère. Donc, il faut qu'on arrive à créer la richesse à grande échelle. Il faut qu'on pense à la consommation à grande échelle, n'est-ce pas? La Chine, eh bien, le fait actuellement, mais il faut qu'on arrive à opter pour une justice sociale en ce qui a trait à la répartition plus ou moins équitable de la richesse nationale. Donc, vous remarquez que il y a la naissance du pluralisme idéologique, la reprise du bicamérisme. En 1957, on a mis fin à ce qu'on appelle au Parlement bicaméral. Parce que en 1957, sous le gouvernement de François Duvalier, eh bien, la Constitution de 1957, eh bien, a éliminé le principe bicaméraliste, c'est-à-dire que le Parlement a deux chambres. Et en 1957, c'était un Parlement à une seule chambre, un Parlement monocaméral, n'est-ce pas? En 1987, on a compris la nécessité de retourner avec le principe bicamériste en ce qui a trait à la création du Sénat et la création de la Chambre des députés. Ici, vous comprenez. Donc, ici, alors, c'est pas une nouveauté. Donc, on a déjà adopté un tel principe, mais par contre, il y a un changement en ce qui a trait à la structure, d'accord, de ce pouvoir législatif. Vous comprenez, en ce qui a trait, eh bien, aux différentes fonctions des parlementaires, n'est-ce pas, en ce qui a pour contrôler l'exécutif, etc., en ce qui a trait à l'amendement de la Constitution, d'accord, comment réviser la Constitution en cas où le besoin s'est fait sentir. Donc, il y a, c'est ce qu'on appelle la naissance de la décentralisation en ce qui a trait à la création des collectivités territoriales. La Constitution de 1843, c'était une constitution libérale qui a fait la promotion pour une décentralisation, n'est-ce pas? Effective, c'est-à-dire que créer un gouvernement civil pour détruire les castes militaires. Mais par contre, en 1987, on arrive à créer ce qu'on appelle les collectivités territoriales où la plus petite division territoriale, ce qui est lié, c'est la section communale. Merci. Et il va gagner dans tête, c'est ce qu'on appelle la notion de CASEC et l'ASEC. Même, alors c'est une idée à la atteindre, parce que cette décentralisation devrait être effective. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut que ces collectivités territoriales ont l'autonomie financière, administrative, vous comprenez, ce qui a trait à la prise de décision. Mais par contre, vous allez voir jusqu'à présent, ce sont des collectivités qui se trouvent dans ce qu'on appelle, qui confrontent des problèmes de gestion de fonds, des problèmes de financement pour arriver à une autonomie administrative. Jusqu'à présent, les sections communales, vous comprenez comment il y a un problème de sous-développement qui ravage les sections communales. En fait, les CASEC, les ASEC n'ont pas de moyens pour prendre des décisions en ce qui a trait au développement pour développer ces divisions territoriales. Mais par contre, la Constitution de 1927 a créé ce qu'on appelle les collectivités territoriales. Ici, on arrive à interdire le référendum. C'est-à-dire que on ne peut pas consulter le peuple
directement sur un projet constitutionnel. Alors, je ne sais pas pourquoi on arrive à les faire, mais vous savez qu'en France, au sein de la 5e République, donc on a instauré le référendum, c'est-à-dire que le pouvoir exécutif a la prérogative, a le privilège de consulter le peuple directement sur un projet constitutionnel. C'est juste pour empêcher l'obstacle parlementaire en France. C'est-à-dire c'est un régime parlementaire rationalisé, d'accord, en France. Donc le référendum, c'est un privilège accordé au pouvoir exécutif pour consulter le peuple sur un projet constitutionnel en cas où le Parlement fait obstacle à un tel projet. Mais ceci étant dit, vous remarquez qu'en Haïti, on arrive à interdire, c'est ce qu'on appelle la notion de référendum. Je vous ai dit que le référendum va être instauré à partir de quelle période? Bravo, en 1918, avec la réoccupation américaine, n'est-ce pas, pour pouvoir contourner les obstacles parlementaires. Mais ceci étant dit, vous remarquez comment on arrive à interdire un tel principe, d'accord, le référendum, on ne peut pas consulter les peuples directement sur un projet constitutionnel. Et on parle de la création des institutions indépendantes. C'est une nouveauté. On arrive à créer des institutions indépendantes comme telles que on parle de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, qui aura une fonction de contrôle sur les dépenses de l'État. Et si vous comprenez, en ce qui a trait à la gestion des ressources financières de l'État, donc c'est un tribunal. Et si vous comprenez, c'est pas seulement un tribunal, mais une institution qui a une fonction administrative et financière. Il y a la protection du citoyen. Office de la protection du citoyen, l'OPC, est créé. Là, vous remarquez comment on arrive à créer une institution pour rendre effectif la garantie, d'accord, pour rendre effective la garantie des droits fondamentaux des citoyens. Vous comprenez? Pour rendre effectif la garantie des droits fondamentaux des citoyens. Même si l'OPC existe, certes, mais vous remarquez comment cette institution n'arrive pas à jouer son rôle en ce qui a trait, eh bien, à la garantie des droits fondamentaux des citoyens. Donc l'OPC existe, c'est comme si ça n'existait pas en Haïti. Il y a une autre institution qu'on appelle l'Université d'État d'Haïti, en ce qui a trait à l'académie et la culture, la commission de conciliation. On arrive à créer une institution pour trancher sur les conflits opposant les deux grands pouvoirs de l'État, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et ça peut arriver qu'il y a un conflit opposant la Chambre des députés et le Sénat, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la commission de conciliation qui va trancher sur ces différents politiques. Et puis, il y a le conseil électoral permanent. C'est-à-dire qu'il faut créer un conseil électoral permanent pour organiser les élections. Et ses membres auront un mandat de 9 ans ou 10 ans, je crois. 9 ans. D'accord? Et ce conseil restera en permanence. Et vous constatez, jusqu'à présent, on n'arrive jamais à créer le conseil électoral permanent. Je ne sais pas pourquoi. Parce que on a, dans les dispositions transitoires de la Constitution de 1987, on a créé un conseil provisoire pour organiser les élections en attendant que le conseil électoral permanent soit mis en branle, soit créé. Mais les acteurs politiques n'arrivent jamais à créer une telle institution démocratique. Pourquoi? C'est parce que je me suis dit, on arrive à se méfier, je dirais, eh bien, d'un tel conseil, d'une telle institution. Et ça peut arriver que les membres qui sont nommés pour faire partie d'un tel conseil électoral permanent, ça peut arriver que, eh bien, il arrive
à donner le pouvoir à une personne pendant 2 fois. Donc c'est comme un prolongement de la dictature en ce qui a trait à la fraude électorale. Alors vous remarquez comment en Haïti jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y a des élections, il y a un problème de contexte électoral. Et il y a 3 personnes, 3 juges qui tranchent au sein du BCEN à Port-au-Prince. On va aller le centre de tribulation. Acteur politique là-bas l'argent, ça qui est psychologue, il a bien élection. Alors, qui juge pour nèg réunis pour décider son élection pour dire qui moun qui gagne et pas un test protocole encore. Depuis au fin sorti décision, c'est fini. Nèg qui gagne million, qui n'est capable de résister devant 100 000 $ américains, 200 000 $ américains à Bao. Allez. Qui est capable de résister devant 200 000 $ américains sous que vous gagnez essence moun la. C'est vrai. C'est un problème de socialisation politique. Parce que il y a des pays qui corrompent un juge électoral. Et c'est vrai. Parce que là, résultat, même les matchs pas de faute dans grande démocratie, mais en Haïti, vous remarquez que c'est un problème grave. Malheureux pas qu'à l'élection. On perd. Celle ça qui t'a sauvé, c'est si le peuple a crasé, brisé, vous voulez que c'est où pour député, vous avez crasé, brisé pour vous, d'accord? Mais pour y aller lui-même, peuple ça, depuis que je l'argent là, bon, quand même sorti pour le monde, vous avez une décision en faveur. Donc, nous avons une activité démocratique. Nous avons une activité démocratique, comme c'est au niveau de conscience politique, d'accord, pour nous prendre des décisions, pour nous délibérer sur les problèmes politiques. Donc, par contre, c'est une belle constitution, d'accord, la constitution 1947, il y a 2 grandes versions de cette constitution, il y a la version française et la version créole. Cette constitution va connaître son premier amendement, c'est en mai 2011. Et c'est pourquoi certains constitutionnalistes nous disent que cette constitution n'est pas encore amendée. Pourquoi? C'est parce que la version créole reste intacte. C'est la version française qu'on a amendée. Et par contre, il y a de grands débats dans l'espace politique haïtien pour dire que malgré cet amendement, il y a de la fraude parce qu'il y a plusieurs erreurs matérielles dans cet amendement. Pourquoi? C'est parce que la version originale qui a été votée au sein du Parlement, qui a été transmise au pouvoir exécutif pour sa publication, semblerait que on arrive à retirer certaines dispositions, d'accord, dans la version originale. Et c'est pourquoi le Parlement, la Cour de cassation, je dirais, a effectué un rapport pour dire que, plus particulièrement le Parlement, après la publication de la version amendée, les parlementaires, le Parlement, a rendu une décision qui a trait à un rapport pour dire que cette constitution amendée contient de nombreuses erreurs matérielles. Pourquoi? C'est parce que ce n'était pas la vraie version amendée qu'on arrive à publier. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc, c'est une entrée en matière de ce nouveau ordre constitutionnel de 1987. Nous aurons à effectuer des analyses approfondies sur les différentes dispositions de cette constitution. Alors, c'est pas uniquement, en fait, celle de 1987, mais la version amendée de 2011. La version amendée de 2011, n'est-ce pas? Nous sommes sous 2 grands empires constitutionnels.
La Constitution 1987, version créole, qui reste intacte, et la version française amendée 2011. Nous sommes sur deux grands empires constitutionnels. Et il faut les comparer pour voir comment, eh bien, nous sommes au sein d'une sorte d'impasse constitutionnelle. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'il y a un problème politique, parfois on dit qu'il faut qu'on se réfère à la Constitution de 1987, parfois on dit que c'est la version française amendée, d'accord, il faut adopter. Donc c'est un problème majeur que le pays confronte parce qu'il n'y a pas un conseil constitutionnel comme étant une institution gardienne de la Constitution qui est là pour trancher, en cas où il y a des conflits, d'accord, en cas où il y a des problèmes d'interprétation de texte constitutionnel, il n'y a pas un conseil constitutionnel. Il n'y a pas un conseil qui est là de manière effective, d'accord, etc. Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je m'arrête là pour aujourd'hui.